tous! Aujourd'hui je voulais vous faire non pas la première partie ni la deuxième partie, l'intégralité du bilan lecture du mois de juin 2019. Il y a beaucoup moins de livres pour les cours, donc je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Par contre il y a pas mal de livres, et comme je n'ai pas coupé ce bilan en deux parties, ça va peut-être être un petit peu long. Donc je vous conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, et comme ça on passera un petit moment ensemble, tranquillement, voilà, enfin un petit moment. Vous m'avez compris, long moment, voilà. Et bien sûr, comme à chaque fin de bilan, je vous ferai les statistiques du mois. Voilà! Let's go! Alors les deux premiers bouquins sont des livres pour les cours, puisque j'ai relu Le cul de Judas d'Antonio Lobo Antunes, que je déteste de tout mon cœur, enfin que je détestais de tout mon cœur à la première lecture. À la deuxième, je ne le déteste pas de tout mon cœur, mais je n'aime toujours pas ce livre. C'est en partie autobiographique. C'est l'histoire d'un Portugais qui part en Angola en tant que médecin pendant la guerre d'indépendance, donc en 1974 il me semble, et c'est assez affreux. Et voilà, donc c'est le narrateur qui... Enfin c'est le personnage qui raconte son histoire, puisque c'est une narration à la première personne, et je n'aime pas du tout. Voilà, je reconnais que ce genre de livre est important, que c'est intéressant de les lire, et que les procédés littéraires employés sont bien utilisés, tout ce que vous voulez, mais je n'aime pas du tout. Ni le style, ni l'histoire, ni le focus mis sur la sexualité du personnage. Voilà. Ensuite, j'ai découvert une espèce de série spéciale. Alors, vous pouvez vous dire, donc j'en ai lu 3 dans cette série. Vous pouvez vous dire que ça ne compte pas comme des bouquins, puisque je vais vous montrer, maintenant je vais vous mettre l'image de ce que c'est. Ce sont en fait des coupes, enfin des espèces de verres, de pots en carton, sur lesquels des auteurs ont écrit des textes. Et c'est une série dirigée par Jonathan Safran Foer, il me semble, que j'adore. Et quand j'ai vu que c'était lui qui avait eu l'idée, je me suis dit, c'est forcément original, allons-y. Il y en a 15, il me semble, je crois, de verres en tout cas, et il y a aussi des sacs sur lesquels d'autres auteurs ont écrit. Ça m'a semblé, oui, très intéressant comme idée. J'ai pas encore lu celui de Jonathan Safran Foer, mais je compte le faire. J'ai lu celui de Carlos Ruiz Zafón, celui de, je ne sais plus comment il s'appelle, Michael Lewis, et celui de Neil Gaiman. Voilà, je vais vous en parler un peu rapidement. Le premier donc s'appelle 2 Minute Apocalypse de Carlos Ruiz Zafón, c'était la première fois que je lisais cet auteur. C'était, on va dire, assez intense, vu que c'est vraiment un format très très court, on peut s'attendre à ce que ça n'ait pas tellement d'impact sur le lecteur. Pourtant j'ai trouvé que c'était vraiment très bien et ça m'a donné envie de découvrir l'auteur encore plus, puisque j'ai pas mal de livres de lui. Par exemple j'ai L'ombre du vent ici de lui, donc voilà, ça m'a donné envie de lire des livres plus longs. J'ai trouvé ça pas mal, oui, c'était intéressant. Du coup ça m'a aussi donné envie d'avoir un roman complet de cette histoire. Ouais. Ensuite j'ai lu 2 Minute Minute de Michael Lewis. Là c'est plus un essai sur le temps. Voilà, justement, comme c'est quelque chose à écrire en très peu de temps et à lire en très peu de temps, du coup l'auteur s'est dit tiens je vais faire un espèce de très court essai sur le temps, donc c'était pas mal, intéressant. C'est moins bien que le premier, mais bien quand même. Et ensuite j'ai aussi lu 2 Minutes to Run de Neil Gaiman, aussi de la non-fiction, qui là parle plutôt des migrants et du fait qu'ils doivent courir très rapidement pour sauver leur vie en fait. Donc c'était aussi très très intéressant. Voilà, donc des petites lectures comme ça, entre deux bouquins de cours, ça m'a fait du bien. Et donc comme je vous disais, je les ai comptés à part entière, même si plusieurs personnes auraient pu se dire non mais tu rigoles, ça fait même pas une page, tu peux pas les compter. Mais voilà, moi je les compte quand même, histoire de vous en parler, parce que voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ça si vous ne connaissiez pas. Et comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres. Donc il y en a un écrit par Jonathan Safran Foer, il me semble que ça s'appelle 2 Minute Personality Test ou un truc comme ça. Ça m'intrigue. Et oui, il me fallait de petites lectures comme ça, assez courtes et assez... oui voilà, assez punchy on va dire, puisque j'étais en train de lire L'Acacia de Claude Simon. Encore un livre dont je ne suis absolument pas fan et que j'ai dû lire pour les cours. Je vais vous montrer par exemple pourquoi je ne suis pas fan. Est-ce que vous voyez un paragraphe? La réponse est non. Bon là vous avez encore des points, c'est déjà ça. Mais il y a des pages entières sans points dans ce livre. Et c'est pas du tout un style que j'apprécie.
mais du tout. Alors, c'est encore une fois autobiographique, c'est l'histoire de l'auteur en quelque sorte, puisque le personnage en fait n'est jamais nommé, mais en gros c'est lui. Et il va nous raconter son histoire, mais à travers celle de son père, à travers celle de sa mère, de ses tantes et de son grand-père. Ça a l'air brouillon comme ça, mais le livre l'est aussi. Et c'est assez compliqué à lire, et pour en arriver à sa vocation d'écrivain, voilà. Je n'ai pas tellement aimé. Je suis contente, j'ai lu Claude Simon une fois dans ma vie, mais je pense que voilà, c'est une expérience d'une fois, et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, comme je vous l'ai dit, hein, c'était des lectures de cours que je n'ai pas du tout appréciées. Je pense qu'elle est amoureuse de son kiwi. Ça faisait longtemps que vous l'aviez vu, donc là voilà. Si vous entendez des petits bruits de clochettes ou quoi, c'est Mishka qui joue avec son jouet. Voilà. Ensuite, j'ai lu Saga tome 9 de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Ce livre attend depuis tellement longtemps qu'il est couvert de poussière. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est le dernier tome paru, puisque les auteurs, il me semble, font une pause dans la série. Et après avoir lu ce tome, je peux tout à fait comprendre pourquoi. C'était... Je peux pas vous montrer d'illustration parce que je risque de vous spoiler et que je n'en ai pas envie. Voilà, je sais pas quoi vous dire en fait. Je veux pas vous spoiler et en même temps, je veux pas vous cacher que ce livre était très dur à lire. Sachez qu'il y a on perd des personnages ici et c'était horrible. Vraiment, il me semble d'ailleurs que la toute dernière illustration... Ah oui, la toute dernière illustration était... Voilà. Donc comme d'habitude, beaucoup d'action, beaucoup d'émotions, beaucoup de diversité, ce que j'aime beaucoup dans cette série. Mais je suis pas sûre d'aimer le tour que prend cette série du coup. Parce que comme je vous l'ai dit, la dernière illustration, c'était horrible. En fait la dernière scène, enfin oui les deux dernières scènes on va dire, parce que il se passe quelque chose là, c'était juste... Non, on peut pas faire ça. Je veux bien qu'il y ait plusieurs personnages qui meurent, parce que bon d'accord ils sont dans une quête pour fuir plusieurs planètes tout ça, et fuir une justice qui est injuste justement. Mais non mais là c'était trop dur. Enfin c'était... Encore maintenant, ça fait un moment que j'ai lu ce livre, je l'ai fini le 13 juin. Et encore maintenant, j'arrive toujours pas à former des pensées cohérentes sur ce tome parce que je l'ai trouvé vraiment trop dur. Trop dur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des rares séries dans lesquelles je suis tout à fait pour la romance. Donnez-moi plus, je veux, mais... oui, ça va être fortement compromis, je pense. Ensuite, sur une note tout à fait différente, j'ai lu Belgravia de Julian Fellowes. Donc c'est celui qui a créé Downton Abbey, puisque pendant les mois là qui ont précédé, j'ai regardé Downton Abbey, j'ai pas encore fini, je suis à la saison 4, moitié de la saison 4 il me semble. Mon cœur a eu son lot de looping, je vous avoue, en regardant ces 3 premières saisons. Mais donc, comme c'était lui qui avait créé Downton Abbey, qui avait écrit la série, je me suis dit, ces romans doivent être au moins aussi bons que Downton Abbey. Alors, non. Non, pas du tout. Ici, on est en 1840 et après, il me semble qu'on est en 1800... Enfin, je sais pas, non, 1815 et 1840, voilà. On commence en 1815 au bal de comment s'appelle-t-elle, de la duchesse de Richmond, donc juste avant la bataille de Waterloo contre Napoléon. Et ensuite on arrive en 1840, donc 25 ans après, pour voir un peu les conséquences de cette nuit de 1815, voilà. Malheureusement, je trouve que ça n'a pas le charme de Downton Abbey, mais en même temps, ouais, je vais vous avouer, je pense que Downton Abbey est devenue ma série préférée, après l'échec de Game of Thrones. Donc,
Je pense que rien ne peut rivaliser avec Downton Abbey, et pas même l'auteur lui-même, donc voilà, c'était une grosse déception, la grosse déception du mois d'ailleurs je pense. Mais je vais tenter d'être plus claire. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est certains personnages qui sont très attachants. Par exemple Anne Trenchard, qui est vraiment très... Je sais pas, elle a l'air un peu froide peut-être parfois, mais en même temps moi je me suis beaucoup attachée à elle. Il y a aussi beaucoup de personnages qu'on déteste peut-être au début, mais auxquels on finit par s'attacher. À part un, j'avoue. Mais c'est pas tellement manichéen non plus, ce que j'ai apprécié aussi. J'aime aussi la fin, parce que je la trouve tout à fait satisfaisante. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout apprécié le style de l'auteur. Je trouve en fait, il ne laisse pas le lecteur interpréter pour lui-même ou alors comprendre lui-même les choses. Il nous répète tout le temps les mêmes choses et il est obligé de nous mettre le fait en pleine figure. Par exemple, un des personnages est très jaloux et il nous le dit tout le temps. Oui, machin était très jaloux et ça se voit parce que machin, vous voyez il a fait ça, machin est jaloux. On a compris, je veux dire, les actions du personnage parlent pour le personnage, donc on sait, on comprend les grands traits de la personnalité de ce personnage. Et il fait ça pour tous ces personnages, donc j'ai trouvé que c'était assez lassant. Je me suis ennuyée aussi beaucoup, puisque j'ai lu ce livre pendant mes premiers euros, donc pendant les euros de l'agrégation. Et en fait j'ai trouvé ça très très long, et j'aurais dû prendre un livre plus... je sais pas, plus rythmé peut-être, parce que là c'était... oui, il y a eu... le début est bien, le milieu, enfin tout le milieu là est très long, et la fin est satisfaisante et accélère un petit peu le rythme, mais sinon c'était très lent, et donc oui voilà, un peu d'ennui. Ça m'a aussi beaucoup frustrée, parce que j'ai eu l'impression que l'action n'avançait pas du tout. Concrètement je pense que ce livre est beaucoup trop long, et je pense que c'est parce qu'il a été publié en 10 parties, puisqu'il y a 11 sections, donc il me semble qu'elles ont toutes été publiées petit à petit, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a énormément de répétitions, mais c'est trop, je trouve. Enfin, je veux dire, il y aurait dû y avoir peut-être un travail d'édition avant de le republier en roman complet, parce que du coup, ça perd de sa qualité, je pense, parce que c'est doit être trop répétitif, trop long, trop frustrante. À un moment donné, je n'en pouvais plus, je me suis dit non mais je vais abandonner ce livre pour lire d'autres choses, parce que je n'en peux plus. Et en fait, je voulais absolument connaître la fin. Et le problème, c'est que c'était hyper prévisible, mais... voilà, je n'ai pas du tout été surprise par ce livre. Et peut-être aussi qu'un des personnages est un peu trop parfait. Voilà, peut-être aussi que je m'attendais à ce que cette nuit du bal de la duchesse de Richmond prenne plus de place, puisqu'en gros, ça correspond au premier chapitre. Voilà, ça correspond au premier chapitre, et c'est tout. C'est-à-dire qu'après, dans le deuxième chapitre, on est déjà 25 ans plus tard. Donc voilà, j'ai été vraiment très déçue par ce livre. Et quelque part, je regrette de l'avoir terminé. Ce qui est bête à dire, mais bon. Parce que il m'a pris pas mal de temps, alors qu'en fait, c'était pas extraordinaire. Donc je m'attendais à mieux. Malheureusement. Du coup, je me suis dit qu'ensuite, il fallait que je prenne quelque chose de plus rythmé. Et donc, j'ai lu le 3e tome de Pretty Little Liars, Perfect. En français, c'est Les Menteuses, tome 3, Rumeurs. Je tiens à préciser que je n'ai pas regardé la série télé, donc ne me dites rien, d'accord? Je ne sais que ce qui s'est passé jusqu'à la fin de ce tome, et c'est tout. Je ne sais rien d'autre. Je n'ai jamais regardé Pretty Little Liars, et je regarderai peut-être une fois que j'aurai terminé la série, mais là, pour l'instant, ce n'est pas dans mes plans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que si vous devez être rare, mais je vais quand même m'expliquer. En gros, nous suivons ici un groupe de 4 filles. Leur amie Alison est il y a quelques années, un an peut-être, je crois, ou plusieurs années, je ne sais plus, parce que j'ai une mémoire de folie. Ces 4 filles sont Aria, Anna, Emily et Spencer. Et elles sont harcelées par un mystérieux A. Donc on ne sait pas qui est A. Et voilà, il connaît tous leurs secrets et il menace de les divulguer si elles ne font pas ce qu'il veut. Et donc voilà, donc ça peut paraître très chiclite, très... puisqu'elles sont aussi dans un milieu assez riche, assez bourgeois. Donc ça peut paraître très peu agréable à lire. Et d'ailleurs dans les premières pages je me suis dit oh là non, parce que ça commençait avec elle avait son sac Gucci et sa montre je sais pas quoi. Et moi j'étais là genre non mais en fait je m'en fous. Je m'en fous complètement qu'elle porte du Gucci ou du Chanel numéro 5 ou je ne sais pas quoi. Donc donnez-moi plutôt de la substance, je veux de l'action, je veux quelque chose. Et j'ai retrouvé ce que j'aime dans cette série un peu plus tard dans le livre, c'est-à-dire que on vous montre souvent les apparences, donc voilà les marques,
la richesse, tout ça. Et on creuse un peu et on vous montre un peu ce qui se cache derrière en fait, donc la profondeur sous les apparences. Par exemple, je pense à Anna qui a pas mal de problèmes, enfin toutes en fait. Toutes ont pas mal de problèmes. Et je trouve que ça permet d'évoquer plusieurs sujets importants. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Voilà, c'est un petit peu la série que je lisais, que je lisais régulièrement en été. Et l'année dernière, j'ai pas lu de tome, en fait, je devais lire celui-là. Donc je pense que je vais me rattraper et lire au moins lire le préquel Alice Pretty Little Lies, qui il me semble n'a pas été traduit en français. Et au moins lire celui-là, et peut-être même lire le 4e tome Unbelievable. Voilà, nous verrons. Mais voilà, je me suis à nouveau attachée beaucoup aux personnages principaux. Ma préférée reste Arya. J'aime beaucoup, c'est assez surprenant. Par exemple la fin, là, Ok, d'accord, je m'attendais pas à cette fin. Je vous avoue que je suis restée un peu... Ok, dommage pour moi, je n'ai pas le tome 4. Qu'est-ce que c'est bête. Et voilà, le seul reproche que je peux faire à ce livre, c'est la rétention d'informations. J'ai énormément de mal avec ça, puisqu'à la fin, ça devenait carrément frustrant, puisqu'on découvre qu'une des filles sait qui est A, et elle ne le dit à personne. Donc le lecteur ne sait pas qui c'est, et les autres personnages non plus. Voilà. Ça par contre j'ai du mal, vraiment. J'aime pas trop ce genre de procédé, mais j'espère qu'on en saura plus dans le tome 4, espérons. Mais il me semble qu'on ne sait pas qui est A avant la fin de toute façon, donc je vais encore devoir attendre. Ensuite, une de mes meilleures amies m'a prêté Imperium de Robert Harris. En gros, c'est l'histoire de Cicéron racontée par son esclave Tyron, enfin son ancien esclave du coup. Ce n'est pas écrit, mais il me semble que quand il raconte, il est affranchi et il vit une vie normale, on va dire. Donc là, ce sont les premières années de la vie politique de Cicéron et j'ai adoré ce livre. C'était génial. C'était génial. D'abord parce que romantique, évidemment, oui, donnez-moi. Ensuite, ce livre se lit un petit peu... comment dire, non, il se lit pas tellement comme une enquête, mais je veux dire, il est vraiment très prenant. C'est-à-dire que, même en connaissant un peu les grandes lignes de la vie de Cicéron, puisque, étant latiniste, j'ai dû l'étudier, j'ai dû le traduire, donc je sais un peu les grandes lignes de sa vie, on va dire, et bien même en les connaissant, c'était quand même assez surprenant, assez prenant, et Robert Harris a quand même réussi à me faire aimer Cicéron. Quand même. J'applaudis ce monsieur, rien que pour ça. Bravo. Me faire aimer Cicéron, c'est très fort. Très très fort. C'est aussi historique, puisqu'on parle ici d'un personnage qui a véritablement existé, et les faits ont également, sont réellement arrivés. Simplement, l'auteur nous met une petite note à la fin pour nous dire qu'il a inventé certaines choses, évidemment, puisque Tyron aurait bien écrit une biographie de Cicéron, mais elle a été perdue. Et donc l'auteur imagine ce qu'il aurait pu dire sur Cicéron, mais les événements se sont effectivement produits. Voilà, donc on apprend des choses, c'est historiquement correct. En même temps, il y a quand même le feeling roman, puisque ce n'est pas une non-fiction. J'ai adoré le fait que ce soit Tyron qui raconte, puisqu'on sent son affection pour Cicéron et pour sa famille. Il y a également pas mal d'émotions dans ce livre. C'était... Bah oui, je me suis rendu compte que je me suis attachée au personnage au fil du livre. Et par exemple, quand un autre personnage meurt et que Cicéron est touché, et bah, j'ai eu mal au cœur pour lui en fait, voilà. Moi qui pensais ne jamais pleurer sur Cicéron. Et j'ai adoré le style d'écriture, c'était juste trop bien. J'ai plusieurs citations d'ailleurs du roman. Je vais tenter de vous en retrouver. Par exemple, quand il dit « Tout ce qu'il avait », écrit Cicéron de son maître, c'était sa voix, et par sa seule volonté, il en a fait la voix la plus célèbre du monde. Déjà rien que ça, je trouve ça très beau. Ensuite, il y a parfois des bouts de discours de Cicéron qui sont hyper intéressants à lire, je trouve. Et il y a aussi des réflexions que Cicéron aurait très bien pu avoir, et peut-être qu'il les a d'ailleurs écrites dans certains de ses bouquins. Par exemple, être ignorant de ce qui s'est passé avant sa naissance revient à rester toujours un enfant. Quelle est la valeur de la vie humaine, en effet, si elle n'est pas intégrée à la vie de nos ancêtres par les registres de l'histoire ? Il y a aussi par exemple l'art de vivre et de traiter les problèmes quand ils se présentent au lieu de se désespérer en s'en inquiétant bien trop à l'avance. Je devrais régler ma vie sur ce genre de préceptes, je vous le dis. Mais voilà, donc j'ai adoré. Le seul reproche que j'aurais éventuellement pu faire à ce livre, c'est que c'est une traduction et que je préfère lire mes livres quand ils sont écrits en anglais. Donc je pense que je relirai ce livre, mais honnêtement la traduction est top. C'est-à-dire que on ne sent pas la traduction. Quand on lit, on n'a pas l'impression que ce livre a été écrit dans une autre langue. Et ça, c'est génial.
Voilà, donc je pense que je relirai ce livre et je lirai évidemment la suite puisque le tome 2 s'appelle Conspirata et le tome 3 Dictator il me semble. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que dans le tome 2 il y a la conjuration de Catilina et que j'ai traduit ce discours de Cicéron des tas de fois, donc j'ai envie de lire à propos de cette histoire. Voilà. J'ai adoré, je vous le recommande. Si vous aimez la romantique, si vous aimez ou pas Cicéron d'ailleurs, même si vous l'aimez pas, je vous recommande, c'était génial. Et en plus on voit la manière de vivre des romans, tout ça, puisqu'on est complètement dans l'histoire. Enfin, c'était top, c'était top. J'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus, mais c'était génial. C'était génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait autant plu et où je m'étais autant sentie bien en fait, que voilà, j'étais tellement contente. Je pense honnêtement que ce livre peut arriver sur la liste de mes meilleures lectures de 2019. Parce que, comme je vous l'ai dit dans mon bilan lecture de mai, j'ai pas eu tellement de lecture de folie cette année. Mais alors celui-là, mais j'ai tellement envie de la suite. Oh mon dieu. Je pense que si vous voyez un... Pas le book haul qui arrive, parce que le book haul qui arrive c'est février à juin, mais peut-être dans... Peut-être le dernier book haul de l'année, vous verrez sans doute le tome 2 et le tome 3 parce que je veux continuer et finir cette série. Et du coup je pense aussi lire d'autres livres du coup de Robert Harris. Il me semble qu'il a écrit Pompéi et il a écrit un autre bouquin, je ne sais plus sur quoi. Enfin, voilà, j'ai découvert, il me semble, un nouvel auteur à suivre. Ensuite, j'ai lu... Je me suis dit que j'allais changer de registre, puisque Pretty Little Lies m'avait bien aidé pendant mes oraux. Donc je me suis dit, je vais lire un autre thriller pendant mes derniers oraux d'agrég. Peut-être que ça va m'aider ou quoi. Je serai plus détendue ou quoi. Du coup, j'ai lu Big Little Lies de Liane Moriarty, qui a été... Enfin, le titre n'est pas toujours traduit en français, mais s'il l'est, il est traduit par Petit secret, gros mensonge. C'était un coup de cœur, c'était génial, j'ai adoré, c'était... Alors, le début était un peu compliqué pour moi, parce que j'ai vu qu'on était dans l'univers des mamans. Alors, je n'aime pas trop lire à propos de mères qui sont à fond sur leurs enfants, j'avoue. Non. Parce que là, c'était carrément obsessionnel, c'est-à-dire que leurs enfants ont forcément raison. Et non, j'aime pas trop lire ça. Non, voilà. Donc je vous avoue que les premiers chapitres, je me suis dit, je vais peut-être pas lire ça maintenant, ou peut-être pas lire ça du tout. Donc j'ai pensé à l'abandonner. Bon, c'était un petit peu trop tôt, je pense, pour le dire. Puis en plus, c'était... Enfin, l'écriture est assez prenante, donc et les chapitres sont assez courts, donc en fait, on avance très très vite dans le livre. Donc je me suis dit, je vais quand même lui laisser une chance et je vais continuer. Donc dans ce livre, on suit 3 mères, Madeleine, Céleste et Jane. Et visiblement, elles ont des petits secrets. Et il y a un meurtre, mais alors on ne sait pas qui est mort. Et on ne le saura qu'à la fin. Et on ne sait pas qui l'a tué. Et on ne sait pas comment il est mort d'ailleurs. Mais on sait quand. C'est pendant Trivia Night. Donc je suppose que c'est une fête qu'ils font en milieu d'année ou quoi. Donc il meurt à ce moment-là. Et on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu un petit peu peur. Mais rapidement, on commence à creuser. Donc en fait un peu comme dans Pretty Little Liars. On vous montre l'apparence des choses et après on creuse un peu pour vous montrer le passé des personnages, leurs secrets, tout ça. Les problèmes qu'ils peuvent avoir aussi, donc des trucs un peu plus lourds on va dire. Et j'ai adoré. Alors déjà, Jane est un de mes nouveaux personnages préférés. Mais alors, voilà, elle est fragile, son passé est affreux. Elle a des problèmes assez lourds. Et j'avais envie de la voir sortir de ce genre de problème. J'avais envie de la voir s'élever, voilà. Et Madeleine et Céleste sont là aussi pour l'aider. C'est aussi pour ça que j'ai aimé ces personnages, puisque Madeleine n'est pas forcément le personnage le plus appréciable au monde, je pense. Puisqu'on nous répète à plusieurs reprises qu'elle aime le conflit et ça se voit. Céleste, elle est un peu plus effacée, elle est un peu... pas concentrée, elle est... un peu indifférente. Enfin, elle a l'air en tout cas un peu indifférente à tout ce qui se passe autour d'elle. Mais voilà, je les ai toutes aimées. C'était trop bien. J'étais complètement dedans. À partir d'un moment, je ne sais plus exactement où, il me semble que j'avais passé la moitié. C'était tellement prenant que je ne pouvais pas m'arrêter avant de savoir qui était mort, comment, pourquoi, par qui. Voilà. Il fallait absolument que je sache. Donc j'ai fini ce livre très tard, le soir, je peux vous le lire. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ces livres-là que j'ai lus récemment, même en juin, ou en juillet, pardon, même en juillet, ce sont des livres
qui m'ont gardé éveillée. C'est-à-dire que j'avais envie de les finir au point de négliger le sommeil. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, ça, quand même. Donc, à noter. La fin était une grosse bombe lâchée comme ça, genre, pouf, tiens, débrouille-toi avec ça. C'était énorme. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré. Voilà. Je pense aussi qu'il pourrait éventuellement faire partie de mes livres préférés. Enfin, c'était top. Il y a aussi énormément de suspense, du coup, vu qu'on ne sait pas qui, comment, quoi, pourquoi. C'était... Voilà. Si vous avez envie d'un thriller cet été, et que vous n'avez pas encore lu Big Little Lies, je vous le recommande. Vous allez être à fond dedans. Bon, peut-être pas au début, hein. Peut-être que vous aurez le même problème que moi au début, mais rapidement, ça va vous... En plus, j'ai l'impression que l'auteur vous met sur plein de fausses pistes. Il y a des espèces de bribes, parce qu'en fait, on retourne dans le... Enfin, on est dans le passé, concrètement, quand on raconte l'histoire. Et on a ces espèces de passages-là, qui sont en fait des bouts d'interrogatoire. Et ça nous met sur des fausses pistes. Enfin, c'était juste trop bien. Voilà, j'ai passé un hyper bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais lu un thriller. En fait, quand j'ai lu Pretty Little Liars, ça devait faire... Bah en fait, je me rappelle pas le dernier thriller que j'ai lu, à part Pretty Little Liars et Big Little Lies. Je pense qu'il faut que je m'y remette. Donc, difficile de passer après Big Little Lies, évidemment. Donc, je me suis dit, je vais lire complètement autre chose. Quelque chose qui n'a rien à voir, donc pas un thriller et pas quelque chose... pas un roman. Donc, j'ai lu les tomes 5 à 6 du Maître des Livres. Voici le tome 5, le tome 6 et le tome 7. J'adore cette série, elle est juste top, trop bien. J'adore. Je l'ai commencé l'année dernière. J'avais lu les 4 premiers tomes. Et là, du coup, j'ai emprunté les tomes jusqu'au tome 11, il me semble. Donc, en reprenant au tome 5, j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages parce que je n'arrivais plus à me souvenir de leur nom et de ce qui s'était passé avant, puisque la série se... Enfin, en fait, on suit plusieurs personnages et parfois, on découvre des personnages inédits dans les tomes. Donc, ce sont des histoires voilà, qu'on ne connaissait pas avant. Mais d'autres fois, on suit des personnages qu'on a déjà vus dans des tomes précédents. Mais peut-être parfois dans le tome 2 par exemple, ou dans le tome 3, ou par exemple là dans le tome 10, il me semble qu'on suit un personnage qu'on suivait dans le tome 5. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai eu un petit peu mal avec les noms. Je me souvenais plus comment s'appelaient certains personnages. Donc, mais sinon, voilà, j'ai retrouvé une histoire que j'adore, des personnages qui sont très très attachants et que j'adore aussi. J'adore aussi les illustrations, je vais vous montrer un peu. Je trouve que c'est très beau. Dans ce tome, on en apprend aussi plus sur la patronne qui s'appelle, je ne m'en souviens plus, Madame Aoi, voilà. On en apprend aussi plus sur Mikoshiba, qui est quand même un personnage assez mystérieux et assez... Même s'il est très grognon, il est hyper attachant. J'aime toujours autant découvrir de nouveaux livres, Bon, je vous avoue que cette série, si vous n'avez pas lu les livres dont elle parle, elle spoil la plupart du temps les livres dont elle parle. Voilà. Mais elle donne quand même envie de les lire, ce qui est assez paradoxal. Le tome 6 est toujours aussi bien, on aborde toujours des sujets différents. Enfin, c'est aussi ce qui est très bien dans ce livre, puisqu'on a beaucoup de réflexions sur des sujets tout à fait différents. On peut parler d'enseignement, on peut parler de relations enfants-parents. Voilà, c'est juste trop bien. On peut aussi parler des bibliothèques, ce qui est très bien, puisqu'on apprend un peu pas mal de choses sur les bibliothèques, que ce soit au Japon ou dans le monde. Voilà, c'est top. J'adore. Et le tome 7 fait sans doute partie de mes préférés, puisqu'on y parle d'enseignement, de la littérature et de la lecture, et c'était top. Je vous remontre des illustrations. Par contre, ce sont pas des mangas qui se lisent en 20 minutes, puisque comme vous voyez, il y a énormément de dialogue. Enfin, oui, c'est un manga. Je veux dire, il y a parfois des mangas où on se focalise plus sur l'action, et donc il n'y a pas énormément de bulles, donc il n'y a pas beaucoup à lire. Mais là, il y a vraiment beaucoup à lire, ce qui est logique, et on apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vous recommande cette série, elle est trop bien. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que 15 tomes, donc j'ai bientôt fini. Et en même temps, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je suis aussi triste en fait de finir cette série, parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc, je pense que c'est une des rares séries de manga qui va se retrouver un jour dans ma bibliothèque, histoire que je puisse la relire et être bien dans cette bibliothèque. Ensuite, j'ai lu Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître, c'est la suite de Au revoir là-haut. Ce livre m'a été prêté par la même amie qui m'a prêté Au revoir là-haut. Je l'ai vu récemment, je lui ai rendu Au revoir là-haut, elle m'a dit « Oh mais attends, entre-temps j'ai acheté et lu Couleur de l'incendie, donc je te le prête ». Donc voilà. Je m'attendais pas à lire ce livre tout de suite après, pratiquement tout de suite après avoir lu le premier tome, mais pourquoi pas. Je ne peux absolument rien vous dire de ce livre, parce que sinon je vous spoil et que je ne veux pas vous spoiler. Sachez qu'on retrouve certains personnages qu'on a déjà vus dans Au revoir là-haut, sinon ça n'aurait pas de sens.
et qu'on retrouve notamment un personnage que j'aime beaucoup, Madeleine. Je l'ai adoré dans le premier tome, donc je l'ai autant aimé dans le tome 2, voire plus encore. Ce livre, quelque part, était jouissif à certains moments, mais vraiment, c'était... En fait, j'ai l'impression que la première partie est hyper frustrante. J'avais envie de tuer littéralement, enfin pratiquement, littéralement, tous les personnages. Et la deuxième partie est beaucoup plus... On se sent beaucoup mieux dans cette deuxième partie, vraiment, c'était... On se dit oui, oui. On retrouve aussi un autre personnage qu'on avait rencontré dans le premier tome, mais auquel je m'étais pas tellement attachée. Et là, beaucoup plus, je l'avoue. La fin, j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé la fin. Parce que ça nous laisse entendre certaines choses. Et, enfin, je veux pas vous spoiler, mais il y a... Vous me connaissez, la romance et moi. Non. Mais alors, ici, j'aurais aimé plus, Voilà, en fait, ce mois-ci, j'ai lu des livres qui me donnaient envie d'avoir de la romance. Mais que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je ne sais pas. Pour autant, ce livre n'est pas un coup de cœur, parce que je vais retrouver les mêmes défauts que dans Au revoir là-haut, c'est-à-dire les relations malsaines entre femmes, qui me dérangent beaucoup, j'avoue. Les femmes sont aussi tout le temps vues par rapport à leur sexualité, ce qui peut être gênant parfois. Et les hommes, pratiquement tous, mais même en fait tous, sont omnubilés par le sexe, et sont pratiquement tous misogynes. Je sais pas, à partir d'un moment, ça ne me semble pas tout à fait vraisemblable. Donc ça m'a peut-être un peu gênée. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé. Je pense que Pierre Lemaitre a un talent particulier pour écrire ses incipits. Parce que ce premier chapitre... j'aurais dû vous filmer ma réaction en fait. J'aurais dû vous lire Au revoir là... Enfin, j'aurais dû faire un vlog quand j'ai lu Au revoir là-haut. Parce que je vous assure que quand j'ai fini le premier chapitre d'Au revoir là-haut, je vous fais ma tête. Comment? Pourquoi J'avais jamais lu un livre qui commençait par un chapitre pareil. Et bien maintenant, c'est chose faite, puisque le deuxième tome, le premier chapitre, c'est la même tête, la même réaction. Voilà, donc voilà, Pierre Lemaitre a un vrai talent pour ce genre d'incipit. Hyper choquant, je vous le dis. Il a aussi un vrai talent pour introduire des sujets très très difficiles. Par exemple, la grosse réflexion ici, le gros sujet lourd dans ce tome m'a mise extrêmement mal à l'aise. C'est peut-être aussi pour ça que ce livre n'est pas un coup de cœur, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Tellement pas bien en fait que j'ai dû poser le livre et faire autre chose. Je crois que j'ai dû jouer à un jeu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu d'ailleurs, sur ordi, histoire d'oublier en fait. Tellement c'était... voilà. Mais je vous recommande, enfin si vous avez aimé Au revoir là-haut, je vous recommande de lire la suite qui est vraiment très bien. J'ai trouvé que le style était toujours aussi bon, mais on avait moins de discours indirects au livre. Voilà. Sinon, comme je vous dis, je ne peux pas vous dire de quoi parle exactement ce livre, mais c'était... Je vous dis, la deuxième partie et la fin... Oh oui, merci d'avoir écrit ce livre, c'était génial. Et enfin, le dernier livre de ce mois, c'est The Magicians de Lev Grossman, le premier tome de sa série The Magicians, qui s'appelle en français Les Magiciens. Pareil que vous n'auriez jamais deviné. Alors, j'avais vraiment hâte de lire ce livre, parce que... Alors accrochez-vous, parce que là vous allez vous moquer de moi sans doute, si vous avez lu ce livre. Mais ce livre a été présenté souvent comme Harry Potter pour les adultes, c'est-à-dire Harry Potter à l'université. Étant donné que je suis une grosse fan d'Harry Potter, quand on dit d'un livre « Hey, Harry Potter !» Moi je suis là « Oui !» Voilà. Mais il ne faut pas... Enfin, je veux dire, j'aurais jamais dû arriver dans ce livre en me disant « Harry Potter à l'université ». Parce que c'est une très mauvaise idée de comparer un livre qui arrive comme ça, tout nouveau, avec Harry Potter. Il ne faut pas faire ça. Non, ne faites pas ça. Ne comparez pas les séries avec Harry Potter. Parce que ce livre a, je sais pas moi, 75% de chance de ne pas être à la hauteur de mes attentes si on me parle d'Harry Potter avant. Voilà, donc vous savez maintenant que ce livre n'a pas été un coup de cœur, même si j'ai quand même aimé. En fait, je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé. Je peux dire que j'ai aimé, mais pas beaucoup. Je vais vous expliquer. En gros, on suit... Alors, il s'appelle Quentin Coldwater. Mais si on le prononce à l'anglais, du coup, ça fait Quentin. Vous savez, quand j'ai commencé à lire ce livre et que j'imaginais le nom du personnage en anglais, ça me faisait rire en fait. Donc bon, à force, je l'ai appelé Quentin, sinon c'était plus possible. Donc voilà, Quentin Coldwater, qui est un adolescent normal qui va entrer à l'université.
Et en fait, on va lui offrir l'opportunité d'entrer dans une université magique. Donc dans une université où il va apprendre la magie. Voilà, je vais pas tellement vous en dire plus parce que je préfère que vous entriez dans l'histoire un peu à l'aveugle comme ça. Sachez juste que dans cet univers, Quentin a lu tous les livres de la série Filori, écrits par je ne sais plus qui, et que cette histoire ressemble énormément au monde de Narnia. Mais quand je vous dis énormément, vraiment. D'ailleurs, la première scène, le moment où Quentin découvre Black Beatles, donc l'université, c'est pratiquement une scène de Narnia. Voilà, donc on peut un peu lire ce livre comme une espèce de réécriture de Narnia, mais... Alors, oui, c'est Harry Potter pour adultes si vous voulez. Vous pouvez enlever le Harry Potter, c'est pour adultes. Ne faites surtout pas lire ce livre à des enfants, parce que non. Non, je vous recommande pas. Vraiment. Young adult et adulte, oui, mais pas enfant, certainement pas. Alors, j'ai lu derrière un commentaire de George R. R. Martin, donc l'écrivain qui a écrit Le Trône de Fer, qui disait les magiciens est à Harry Potter ce qu'un shot de whisky irlandais est à un verre de thé faible, donc assez faible en goût. On peut dire ça, c'est vrai. Si on rajoute le côté très amer, dans ce cas-là, au whisky, parce que je ne bois pas de whisky, donc je ne sais pas si c'est amer ou pas. Mais oui, ce livre laisse un goût amer dans la bouche, vraiment. Personnellement, quand je l'ai lu, j'étais entre oh mon dieu, mais c'est tellement déprimant, et oh mon dieu, c'est tellement beau. C'est très bizarre. Ce livre a une capacité de vous donner hyper envie de pleurer et en même temps de vous faire croire en la vie. Enfin, c'est assez déroutant. Je pourrais vous parler des heures de ce livre. Enfin, en gros, j'ai été déçue parce que la première partie vous raconte les années... Voilà, je vais vous faire... Attends. Je vais y arriver, je peux le faire. Voilà. Donc tout ça, le premier livre, puisque ce livre est divisé en 4 livres, le premier livre vous raconte les années à l'université. Vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 années à l'université résumées là-dedans. Moi, je m'attendais, vu que c'était comparé à Harry Potter, à avoir la vie au jour le jour à l'université, c'est-à-dire assister à des cours, tout ça. On assiste, je crois, à un cours. On assiste en fait à l'examen d'entrée et à un cours qui tourne mal, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le jour après jour en fait. Et moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc déjà, première déception. Et alors, quand on arrive au livre 2, oh, mais non, mais... Après l'obtention du diplôme, ce livre devient d'une lenteur. Mais... Alors, je pense que c'est fait exprès par l'auteur, puisqu'il voulait nous montrer que, du coup, Quentin, une fois qu'il a eu son diplôme, nous montrer un peu son état d'esprit, tout ça. Mais waouh, j'ai vraiment pensé à abandonner ce livre. Je sais pas, je devais être... Je sais plus où j'étais exactement, je me souviens que j'ai même pas voulu terminer le chapitre. Je pense qu'on était là. Oui, voilà. J'étais à la page 300 sur 516, donc je me suis dit, tu as largement passé la moitié, tu vas y arriver, c'est la fin. Et j'ai arrêté de lire parce que c'était... Non, c'était beaucoup trop lent. Non. Et je savais que quelque chose allait se passer, qu'il allait y avoir un espèce de retournement de situation ou je sais pas quoi. Mais c'était tellement long à venir que je me suis dit non mais je vais abandonner, tant pis, je ne lirai jamais cette trilogie, c'est dommage. Mais je ne peux pas. C'était vraiment pénible. Je vous avoue, ce moment-là, quand je suis arrivée là, j'ai fait... Non. Parce que, je vais vous dire ce qui m'a, on va dire, plu et déplu. Ce livre montre tous les défauts de l'université. Défauts entre guillemets. Enfin, la vie à l'université, les délires de l'université, les moments de débauche entre guillemets, les moments de dépression, les crises existentielles des adolescents, tout ça. Et ben ça se retrouve dans ce livre et parfois c'est vraiment très lourd. Il y a des moments où c'est beau, comme je vous l'ai dit, et des moments où c'est aussi hyper intense. Genre il y a eu une scène, je me souviens, je l'ai eu en train, je me suis arrêtée de lire, j'étais là, waouh, c'était fort, je trouve en émotion cette scène, c'était... Oh, je peux pas vous dire où c'était, je pense que c'est à la fin de la 4e année. C'était à la fin du premier semestre de 4e année. C'était... Il y avait aussi de très belles scènes, notamment, bon pour ceux qui l'ont lu vous comprendrez, avec les animaux notamment, j'ai trouvé que c'était des belles scènes, voilà, j'ai aimé ce genre de scène.
mais il y avait des moments où j'avais envie de tuer Quentin et de tuer chaque personnage parce qu'ils sont insupportables. Donc c'est pas pour ça que j'ai pas adoré le livre, puisque je peux aimer ou adorer même des livres où les personnages sont insupportables. Par exemple The Secret History, qui est un de mes livres préférés de tous les temps, et pourtant les personnages... Voilà. Mais là je sais pas, il y a quelque chose qui... Non. C'était aussi très déprimant à un moment donné parce que aucun des personnages ne trouve le bonheur. En fait le truc c'est qu'ils cherchent tous à être heureux et ils n'y parviennent pas du tout. Et c'était juste déprimant de voir parfois des moments où Quentin s'effondre et c'est dans ces moments là d'ailleurs qu'il est attachant. Et il fait aussi parfois n'importe quoi parce qu'il est malheureux. Je pense que c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est une excuse ou quoi, mais pourquoi faire ça? Par exemple il y a une scène à un moment donné vers la deuxième, troisième partie. Non, non, non. Non, ça je ne peux pas. Non. Et donc en même temps j'ai eu un peu de mal avec ces scènes où on décrit les crises existentielles de l'ado et en même temps j'ai adoré parce que c'était exactement ce que certains ados vivent. Je veux dire, j'ai aussi eu ce genre de moments quand j'étais à la fac ou quand j'étais au lycée ou quoi, où j'étais soit imbuvable, soit j'étais déprimée parce que je me posais des questions, genre mais où va ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien représenté en fait, c'était vraisemblable et cohérent. Mais en même temps, je pense que je m'attendais pas tellement à ça en fait. Voilà, donc en fait je pense surtout que ce n'est pas tellement le livre qui est mauvais, parce que ce livre n'est pas du tout mauvais, il est même très bien. C'est juste moi en fait qui m'attendais pas à ça, je pense. Et encore une fois, je n'aime pas la romance, mais là il y en a une de romance où j'étais là, oui, mettez-vous ensemble. Voilà. Donc c'est assez rare que je réagisse comme ça face à un couple qui se met ensemble ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie que ces deux personnages forment un couple. Et enfin, laissez-moi vous dire que ce livre est très lourdement inspiré de Narnia, mais vraiment, que ce soit, comme je vous l'ai dit, les livres Filori ou l'histoire en elle-même, c'est Narnia. Vraiment. Alors après, c'est réimaginé, hein, c'est pas exactement la même histoire, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais c'est très inspiré. On a aussi des mentions d'autres œuvres fantasy. On mentionne Harry Potter d'ailleurs, Hermione est mentionnée à un moment donné pour qualifier Alice, un des personnages. Alice que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé, auquel je me suis attachée dans ce livre. La fin était très bien. D'ailleurs la toute dernière scène m'a vraiment donné envie de lire la suite. Mais pour autant, je vais pas me précipiter je pense sur le deuxième tome. Parce que je ne sais pas quelle taille il fait. Vous voyez celui-là est un peu gros quand même. 516 pages comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas quelle taille fait le tome 2. Mais j'ai pas envie de me précipiter pour l'instant. Parce que... j'ai plutôt envie de lire des livres qui vont m'accueillir chaleureusement plutôt que ce livre qui m'a un peu pas tellement... Enfin, oui, tenu à distance en fait, à part ces moments d'émotion comme je vous l'ai dit. Et c'est... Enfin, franchement, l'auteur écrit très bien. Vraiment. En fait, on peut voir un peu ce livre... J'aime pas dire ça, mais on peut voir ce livre comme de la fantaisie littéraire, vous voyez. Le style est recherché, il y a des procédés d'écriture, tout ça, c'était top. Et il y avait aussi des petits mystères résolus d'ailleurs dans la partie 4, il me semble. J'ai aimé la troisième et quatrième partie où il y avait beaucoup plus d'action et où voilà, j'avais l'impression que ça démarrait vraiment. Mais voilà, donc mitigée, j'aurais pas dû mettre autant d'attentes dans ce livre. C'est pour ça aussi que j'ai peur de lire, je ne sais pas où il est. C'est aussi pour ça que j'ai peur de lire The Name of the Wind parce que je place pas mal d'attentes dans ce livre. Donc je pense que je vais descendre un peu mes attentes avant de lire The Name of the Wind. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci et c'est déjà pas mal. J'ai fait des chroniques pour la majorité de ces livres comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à aller les lire si vous voulez plus de clarté, plus de précision, puisque je sais que dans ces vidéos je ne suis pas forcément toujours très claire et je ne m'exprime pas toujours très clairement, soit parce que je suis emportée par la passion, soit parce que j'ai oublié certaines choses à vous dire. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai envie de vous dire, ces chroniques je les écris aussi pour vous, hein. Je les écris pour moi, pour fixer ce que j'ai pensé et pour réfléchir un peu, pour... fixer mes idées et parfois aussi pour m'éclaircir les idées en fait, parce que des fois j'ai fini un livre, par exemple The Magicians, j'ai fini un livre et je sais pas trop quoi en penser et en fait en écrivant la chronique ça devient plus clair, voilà. Mais ça peut aussi vous aider si jamais vous avez envie d'en savoir plus avant de vous lancer. Et on va passer au bilan de ce mois-ci. Alors les meilleurs de ce mois-ci, puisqu'il y en a plusieurs, comme je vous l'ai dit j'ai l'impression que ce mois-ci l'envie de lire et la panne de lecture qui me menaçait se sont enfuis. Bon, ils sont revenus en juillet, mais pour le coup, fin juin, ça s'est bien passé. Donc les meilleurs de ce mois-ci sont
Le Maître des Livres, donc les tomes 5 à 7, parce que cette série est trop bien. Imperium de Robert Harris et Big Little Lies de Liane Moriarty. Donc je compte lire d'autres livres de Liane Moriarty, notamment The Husband's Secret et Nine Perfect Strangers. Voilà, on verra ce que ça donne. Le fail du mois, c'est Belgravia de Julian Fellows. Je pense même que je vais rabaisser ma note sur Goodreads, puisque je lui ai mis 2 étoiles il me semble. Et en fait, plus je pense à ce livre, et plus je suis énervée, et moins j'aime. Donc, je pense que ça craint pour lui, hein, honnêtement. La surprise de ce mois-ci, c'est Big Little Lies, puisque le début m'a fortement fait penser que je n'allais pas aimer, et en fait, coup de cœur. La déception de ce mois-ci, c'est The Magicians de Lev Grossman, puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais placé beaucoup trop d'attentes dans ce livre. Pourtant, j'ai vraiment aimé, enfin, je veux dire, j'ai pas mis une mauvaise note, et je vais lire la suite. Mais voilà. Peut-être aussi que c'était l'édition. C'était écrit assez petit et finalement j'aime pas trop lire des poches quand je les lis en anglais en tout cas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins fluide la lecture. Ou alors c'est moi qui suis encore folle, mais... J'ai lu 15 livres et j'en ai acquis 15. J'ai lu 12 fictions, donc 7 romans, un contemporain, 3 historiques, ce qui est assez rare quand même, 2 thrillers, ça faisait hyper longtemps, et un fantasy. J'ai lu une nouvelle science-fiction, donc c'était la nouvelle Two Minute Apocalypse de Carlos Ruiz Zafón, et 4 graphiques, donc une BD de science-fiction, donc saga, et 3 mangas contemporains, on va dire. Et j'ai lu 3 non-fiction, une autobiographie et 2 essais, donc les 2 essais étant les 2 coupes. Ça s'appelle des Chipotle Cup, donc je ne sais pas trop comment parler, des vers de Michael Lewis et Neil Gaiman. J'ai lu en tout 3921 pages. J'ai commencé 2 séries, donc Cicéron et The Magicians. J'en ai continué 4, Saga, Pretty Little Liars, Le Maître des Livres et Les Enfants du Désastre. Donc c'est la série de Pierre Lemaître qui s'appelle comme ça. J'ai lu aucun livre de mes pales annuelles. Bravo! Pourtant j'avais dit que je voulais continuer Pretty Little Liars, donc ça c'est au moins un objectif d'atteint, mais sinon, lol. Et je n'ai fait aucune LC. Voilà. Bon ça va mieux hein, depuis juillet, mais bon quand même. J'ai encore fait un espèce de bilan de trimestre, donc en prenant avril, mai et juin. J'ai lu en tout 13 282 pages et j'ai lu 50 livres. Voilà. Je suis en train de penser à vous faire un bilan un bilan mi-année pour voir où j'en suis de mes objectifs. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, je ne le ferai pas. Mais de toute façon, je pense le faire rien que pour moi. Donc si vous voulez, je peux partager ce que j'ai fait, on va dire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en juin. Si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!